Cyril Dion et Mélanie Laurent. Et on a été tellement enthousiasmés, on s'est dit qu'il y a tellement de pistes de réflexion qu'on va choisir le film et élaborer notre thème et la table ronde à la suite. Voilà. Donc le film a été vu dans chacune des 4 écoles. Les étudiants ont commencé à y réfléchir, à se poser pas mal de questions. Et nous, de notre côté, on a mis en place une table ronde avec des consultants qui sont sur vraiment des facettes très différentes de l'écologie. Donc là, j'espère que vous les présenter et vous en parler. Et ils seront là pour répondre donc à toutes vos questions. Le film Demain, justement, est une bouffée d'air frais dans cet univers de catastrophe. Et puis, il nous a permis, justement, puisque nous l'avons tous vu, il nous a permis de constater qu'il y a des solutions et que le changement de spiritualité, le changement de vision du monde est en cours. Alors, nous avons vu ce film, chacun dans nos écoles. Nous avons ensuite parlé avec des intervenants qui sont venus en discuter avec nous. Nous avons déjà formulé un certain nombre de questions que l'on a envie de poser, qui nous brûlent. Et ce soir, nous avons l'occasion d'abord de nous rencontrer, ce qui est vraiment exceptionnel, et je tiens à remercier l'UPL pour cette belle initiative, que nous répétons d'ailleurs depuis déjà plusieurs années. On a l'occasion de se rencontrer, on a l'occasion de discuter ensemble, et surtout de se rendre compte qu'on est habité par les mêmes préoccupations. En fait, on est pareil. Hein? Même si on est ECAM, si on est ITEC, si on est CPE ou si on est ISARA, on a des préoccupations similaires. Bien sûr, on n'a pas les mêmes spécialités, mais en fait, on a des préoccupations similaires, mais on aura sans doute aussi des fonctions similaires dans la société de demain. Donc, ce soir, pour répondre à nos questions, on a invité 6 intervenants qui sont soit des acteurs, des artisans du changement, hein, des artisans du monde de demain, soit des penseurs du monde de demain. Sans plus tarder, je vais demander à chacun d'eux de nous dire en 5 minutes ce qu'il a retenu du film, comment il a trouvé le film, hein, quel est le message qui lui a semblé le plus important ou le plus intéressant. Après quoi, on va passer à l'étape suivante, dont je suis plus, je regarde mon petit papier. Donc, j'adresse la parole d'abord à M. Fourneau. La première question, c'est une question liée à la temporalité. Alors, donc, plus des crises, mais maintenant on parle de la transition écologique, transition énergétique, transition numérique. Et cette question de la temporalité, c'est-à-dire que le changement climatique, c'est la COP22 en ce moment à Marrakech. Est-ce que les 2 degrés, on arrivera à limiter à 2 degrés? Est-ce que ça sera 3 ou 4? Et on sait que la transition, c'est pas simplement le passage d'un état à un autre, c'est un chemin qu'il faut construire. Et ce chemin, il a des contraintes de durée, de temporalité. Si on ne fait pas les choses à temps, et ben on les fait trop tard, et donc on n'aura pas 2 degrés, mais on aura 3. Donc, cette question de la temporalité, est-ce que toutes les initiatives mises ensemble permettent d'apporter les réponses au bon moment suffisamment à fond? La deuxième question, c'est celle du pouvoir. C'est que toutes ces initiatives, elles se confrontent quand même à des organismes extrêmement puissants qui régentent l'agriculture, la santé, etc. et qui s'opposent. Donc, et donc, est-ce qu'elles sont vouées à rester marginales? Et ce qu'on nous montre dans le film reste, même si c'est des initiatives, et c'est ça qui est intéressant dans le film, qui sont d'une certaine échelle, c'est-à-dire on n'est pas uniquement dans des initiatives purement locales, on atteint des initiatives à une certaine échelle. Est-ce qu'on peut penser ces initiatives comme vraiment un changement des formes de pouvoir existantes, un changement des formes du néolibéralisme et du capitalisme financier aujourd'hui? Et la dernière question, c'est celle de la démocratie, qui est largement traitée dans le film, qui se termine sur la question de l'Islande, qui touche aussi à cette question du pouvoir, puisque la constitution faite par les citoyens en Islande n'a toujours pas été promulguée, et aux dernières élections, le Parti libéral n'a pas fait du tout ce qu'annonçaient les sondages, donc pour l'instant, il n'est pas question qu'elle soit promulguée. Et sur la question de la démocratie, j'arrête là, simplement je pense qu'il faut vraiment réfléchir au fait que l'idée qu'on a de la démocratie représentative aujourd'hui est très fortement ancrée dans notre histoire des Lumières et donc très fortement ancrée à l'idée de progrès. Et donc aujourd'hui, penser la transition, c'est aussi penser
à nouveau frais ce qu'est la démocratie. Aujourd'hui, la conception libérale de la démocratie qui s'est forgée au XIXe siècle autour de l'idée que chacun est le meilleur juge de ce qui est bon pour lui et qu'en agrégeant dans la démocratie représentative ces jugements individuels, on arrive à une bonne solution pour l'ensemble de la société, elle ne tient plus la route face aux problèmes écologiques et aux questions que nous pose la transition. Donc il faut vraiment réinventer la démocratie. Louis m'a introduit en disant que j'étais chef d'exploitation, donc je suis ni l'un ni l'autre. Chef d'exploitation des fourmis et je suis ni chef et encore moins d'exploitation parce que j'aime bien dire que je n'exploite rien ni personne. Je suis juste un paysan. Nouvellement, depuis 4 ans maintenant, une personne qui a fait le choix de quitter un peu le train confortable de l'entreprise pour une première entreprise, une expérience entrepreneuriale et redonner du sens un peu à ma vie, aller vers quelque chose, une activité dont les enjeux étaient très importants pour moi, l'alimentation, le respect de l'environnement, la connaissance de la biodiversité et l'envie aussi de replanter les consciences. Voilà, vraiment aller vers un métier d'une grande simplicité dans un monde qui est devenu à mon sens extrêmement complexe. C'est ce que je retiens aussi de ce film Demain, c'est que voilà, face à la complexité qui nous entoure, les communautés ont choisi le bon sens de se réunir en communauté pour inventer des solutions le plus souvent locales. C'est ce que je reconnais de plus précieux à ce film peut-être, de voir que les solutions sont devant nous, entre nous, avec l'altruisme et pas l'amour de soi. On doit vraiment mettre notre existence, c'est ma vision, au service des autres, et ça ne nous empêche pas d'être heureux. Sinon, moi j'ai une ferme qui s'appelle la Ferme des Possibles, qui est à Perles-les-Fontaines dans le Vaucluse. Sur 2 hectares de terrain, j'ai planté 750 arbres à arbustes. Alors je disais que je n'étais pas chef d'exploitation, mais je suis peut-être le plus grand PDG que vous ayez jamais vu devant vous, parce qu'au moment où je vous parle, j'ai des millions, voire des milliards de micro-organismes, de vers de terre, de mammifères et d'insectes qui travaillent pour moi, qui ne sont pas syndiqués, qui ne revendiquent rien, qui travaillent jour et nuit et qui font un travail remarquable. Et ce travail remarquable, ils le font parce que dès le départ, je les ai respectés. Dès le départ, je leur ai dit qu'ils avaient leur place sur la ferme. Parce que c'est une petite oasis sur laquelle tout le monde a le droit d'exister. Et sur laquelle même des ravageurs de culture ont le droit de venir parce que je sais qu'ils vont pouvoir coexister à un moment assez réduit, je l'espère, pour ne pas faire trop de dégâts, mais que tout va se réguler naturellement. Et c'est un enseignement extrêmement qui vous rend humble. Mettre les mains dans la terre et désherber une rangée de carottes à la main, ça permet de devenir être dans l'humanisme le plus pur. Et ma vision sociétale serait que tout le monde puisse faire ça à un moment donné dans sa vie, même sans que ça devienne son métier, mais au moins découvrir la simplicité de métiers comme cela, mais aussi des métiers de l'artisanat, des métiers qui sont là pour produire ce dont on a résolument besoin. Voilà. Je vais commencer par vous dire une phrase qui n'est pas de moi. C'est celle qui présente le film Demain. Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui traversent nos pays. Alors cette phrase, je voudrais la retourner tout simplement, ou la dire un petit peu différemment. Est-ce que voir des solutions, écouter une histoire qui fait du bien, est suffisant pour résoudre les crises écologiques, économiques et sociales qui traversent le monde? C'est-à-dire, c'est se poser la question à soi-même, non pas pour demain, mais pour aujourd'hui. Quand on est face à la question « qu'est-ce que je peux faire moi aujourd'hui pour résoudre les problèmes du monde ?» c'est toujours un peu vertigineux et on se sent bien comme une simple goutte d'eau dans l'océan. Et pourtant, vous savez bien que l'océan n'existerait pas sans nous. Donc la réponse n'est toujours pas grand-chose. Et c'est sans doute dans l'acceptation de ce pas grand-chose qu'il est possible de se mettre en marche. Et donc ce dont je vais vous parler, moi, à partir de mon poste d'observation là où j'ai été toute ma vie professionnelle, c'est de vous parler de la théorie des tout petits pas. Parce que j'ai eu la chance d'être le responsable d'une institution bancaire qui, très particulière, où d'un côté il y a des dizaines de milliers d'épargnants qui ont voulu déposer leur argent en posant des intentions que cet argent soit utilisé pour dire simplement
dans les activités qu'on a vues dans le film Demain. Et que j'ai en même temps pu voir de l'autre côté des milliers d'initiateurs, de porteurs d'initiatives correspondant à ces mêmes activités. Et de pouvoir me ressentir ce lien qui existait, pouvoir dire qu'il y avait une énergie dans l'argent qui circulait entre ces épargnants et ces emprunteurs, est quelque chose qui me permet aujourd'hui d'espérer et d'oser parler du petit pas. Alors, c'est un peu long de parler de tout, alors je vais aller très très vite. Très très vite. Je calcule le temps. On va vous faire signe. Allez-y. Soyez à l'aise. Alors, vous avez pu remarquer que dans le film, il y a 5 chapitres. Il y a d'abord celui de l'agriculture, puis l'énergie, l'économie, et des mots, la démocratie et l'éducation. Et dans chacun de ces chapitres, il est possible d'agir aujourd'hui, par des tout petits pas. Juste comme ça, une énumération rapide. En agriculture, on peut adhérer à une AMAP, on peut souscrire à des actions de terre de liens, ou libérer la terre pour installer de nouveaux agriculteurs. Dans l'énergie aussi, il est facile de s'éclairer avec l'énergie verte aujourd'hui. Vous savez, il y a des institutions, des vendeurs d'énergie verte, et donc tout le monde peut changer son abonnement électrique. Et dans l'économie, c'est là où c'est plus facile d'agir. Il y a tout un tas de commerçants, d'artisans, d'importateurs, d'exportateurs qui sont inscrits dans ce qu'on appelle le commerce équitable. Et tout le monde est invité et peut agir à partir de là. Peut-être qu'un jour, ça c'est peut-être lié à la démocratie, il sera possible de lancer le grand boycott qui pourra peut-être tout faire basculer. La partie démocratique, je crois que je ne vais pas en parler, parce qu'il y a un spécialiste ici qui va répondre à toutes vos questions. Et l'éducation. L'éducation, c'est sans doute le chapitre le plus important. Mais on vous est un peu jeune peut-être, en tout cas pour les étudiants, parce que c'est surtout quand les enfants arrivent qu'on commence à se poser la question. Mais juste, je voudrais citer une réflexion de Douglas Kennedy, un écrivain américain, au moment où il a appris, à l'instant même où il a appris l'élection de Trump. Je crois que c'était, on était interviewé par un journaliste qui disait, et il a répondu à la question, il n'y en a plus qu'une chose à faire maintenant, c'est l'éducation, l'éducation et l'éducation. Merci beaucoup. Et je voudrais dire on a pris une là. Je trouvais que c'était une belle conclusion, c'est pour ça. Oui, donc, comme je l'ai dit, je vous invite simplement à aller sur un site internet qui s'appelle le Collectif pour une transition citoyenne. C'est transitionscitoyenne.org. C'est un collectif que j'ai eu la chance d'initier avec Cyril Dion. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années. Et il y a une vingtaine d'organisations françaises qui sont au niveau national et qui sont toutes dans cet esprit du film de demain. Donc voilà, c'est une manière aussi de vous relier à quelque chose de concret si vous voulez agir aujourd'hui. Et j'aurais moi voulu ouvrir un 6e chapitre au film. Et ce 6e chapitre, c'est tout le temps maintenant de l'évoquer. C'est le chapitre de ce que vous allez pouvoir faire quand vous allez sortir de votre école d'ingénieur ou de sciences politiques. Parce que j'ai eu la chance de rencontrer tellement de jeunes qui sont venus me voir pour se faire embaucher, qui sortaient comme vous bientôt d'une école comme la vôtre. Et c'est vraiment ça, c'est à ce moment-là que les choses se passent et deviennent vraiment intéressantes. Donc, mais je pense que ça viendra dans le débat tout à l'heure. Je dois d'abord confesser une chose, il y a toujours un moment où les masques doivent tomber. Je ne suis pas vraiment un spécialiste en énergie, je suis un amateur de l'énergie. Alors ça a commencé il y a bien longtemps, il y a 50 ans, quand à la sortie d'un cours de physique, j'ai calculé le nombre, la quantité d'énergie qui était dans mon bain. Et arrivant à 10 puissance 7 joules, j'ai refait 20 fois le calcul, et je me suis dit que ça faisait vraiment beaucoup d'énergie. Je me suis étonné qu'on n'attire pas notre attention sur la quantité incroyable d'énergie dont nous disposions. Voilà, donc j'ai mis ça dans un coin de la tête, et puis ensuite j'ai fait partie des gens qui étaient déçus par le fait de voir que la France tournait le dos aux énergies renouvelables
et misait massivement sur pétrole et nucléaire. Bon, voilà. Un peu de tristesse, donc, et puis après quelques années en tant qu'ingénieur, pas mal d'années d'ailleurs, j'ai fini par me dire que plutôt que d'entendre pas mal de bêtises ou un certain manque d'optimisme dans les propos qui concernaient l'énergie, j'ai choisi d'écrire une conférence qui parle d'une façon optimiste de la transition énergétique. C'est pour ça que je suis un amateur. Alors, dans le film, moi, qu'est-ce que j'ai apprécié? J'ai apprécié justement cette tonalité optimiste. Et en tant qu'ingénieur, ce qui m'a beaucoup plu, j'adore les chiffres, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas trop de chiffres, justement. Parce que c'est vrai que dès qu'on entre dans ces domaines, on est souvent assommé par des chiffres dont on ne peut rien retenir. Donc moi j'ai apprécié quelque part la légèreté du propos, l'entrain et cette confiance dans l'avenir qui se manifeste dans tout le film. Je me dis qu'on n'a pas forcément besoin de chiffres pour s'engager dans une révolution, dans une transition, dans un changement. Je ne suis pas sûr que si De Gaulle avait fait un sondage en 1940, le sondage lui aurait dit de partir en Angleterre et de fonder la résistance, par exemple. Donc on n'a pas forcément besoin de tant de chiffres rationnels, on n'a pas besoin de rationalité absolue, complète, définitive pour s'engager dans des démarches de progrès. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce film à cause de cette tonalité. Alors il est aussi évidemment intéressant parce que il y a une pointure comme Rifkin qui s'exprime, donc quand quelqu'un comme ça a dit quelque chose, on l'écoute, hein. Surtout quand une pointure insiste sur l'aspect, l'opposition entre l'économie verticale et l'économie latérale, c'est-à-dire l'économie qui fait intervenir la citoyenneté. Thème auquel je suis extrêmement sensible, puisque ma conférence s'appelle Énergie et citoyennification. Et puis, ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est la complémentarité, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de l'énergie stricto sensu, on en parle à travers une démarche qui peut s'apparenter à la RSE, à la responsabilité sociale des entreprises, des organismes, c'est-à-dire qu'on met toujours, la plupart du temps, les auteurs mettent en parallèle l'aspect économique, l'aspect social et l'aspect écologique de l'énergie. Et à propos du terrain en Corse, par exemple, sur lequel il y a à la fois une serre, à la fois des capteurs au pied de la serre, et que tout ça, on fait bouger ça avec du personnel en réinsertion. J'ai trouvé que ça faisait vraiment sens de mettre les trois approches en parallèle. Et puis pour terminer, je suis en tant qu'amateur, je suis entre autres un amateur des mégawatts, parce que je trouve qu'ils ont fait un boulot vraiment formidable, on pourra peut-être y revenir si vous avez des questions là-dessus, à travers ce triptyque de leur vision de la transition énergétique, qui est à la fois des énergies renouvelables, certes, mais également de l'efficacité, et surtout, et c'est le plus difficile, et je suis très content qu'il y ait une psychologue avec nous, de la sobriété. Alors là, on touche à une dimension humaine extrêmement difficile à percer et encore plus à maîtriser. Et pourtant, c'est dans cette sobriété que réside, en gros, un tiers de la solution future. Donc, merci beaucoup, monsieur Reinhardt. Bonsoir. Donc, pour revenir sur le film, je fais un petit peu comme mon collègue. Elisabeth, il faut bien parler devant nous. Qui commence par dire qu'il ne fait pas la consigne qui lui avait été imposée. On est au cœur du sujet, en fait. Ces personnes qu'on voit dans le film nous montrent qu'ils arrivent à contenir en eux un paradoxe qui est essentiel à comprendre quand on veut comprendre les freins psychologiques ou la réussite, qui est l'autre versant, en ce qui concerne le geste juste du côté de l'écologie. C'est de pouvoir contenir en soi un paradoxe, que je vais énoncer comme ça pour que vous sentiez la dimension paradoxale, qui consiste à dire que la capacité à poser un geste juste au niveau écologique suppose de consentir aux contraintes qui limitent notre plaisir. Mais simultanément, ça suppose aussi être un sujet citoyen, ça suppose aussi d'être capable de refuser les contraintes. Donc comment on fait pour à la fois passer par les fourches codines de devoir supporter
que la réalité nous impose des limites et en même temps pouvoir dépasser certaines limites pour pouvoir découvrir un espace de liberté et de créativité. Donc, supporter d'intérioriser des limites, ça dépend de la construction, de notre construction psychique depuis le début, de notre construction mentale, on pourrait dire, de notre éducation depuis le début. Il n'y a pas d'éducation sans frustration et sans limite. Ça, c'est un point essentiel. Et on me demande de parler des freins psychologiques individuels. C'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas de frein psychologique qui ne repose pas sur l'articulation entre l'individuel et le collectif. Autrement dit, l'homme est un être social, mais la question de l'écologie vient singulièrement interroger la manière dont chacun s'inscrit dans le plus vaste ensemble de son environnement, on parlait de nature, mais aussi de la communauté humaine, des autres, du rapport à l'autre qu'il construit. On sait par exemple que si on est en colère contre les hommes politiques qui incarnent l'écologie, on ne répondra pas de la même manière à leurs injonctions que si on a beaucoup d'admiration pour eux, évidemment. S'il y avait une écologie de la parole, on pourrait imaginer qu'est-ce que c'est. Parce que la parole est une sorte d'acte, quand je vous parle, j'ai envie que ça produise des effets. S'il y avait une écologie de la parole, ce serait par exemple une parole qui tiendrait compte de ceux qui viennent après, de ceux qui m'ont transmis des choses et qui m'ont appris à parler, qui m'ont appris à penser. Vous voyez, et on pourrait dire, oui, mais alors c'est une écologie de la parole, les promesses politiques, les engagements politiques, le discours politique aujourd'hui, est-ce qu'il est de nature à créer des conditions de confiance pour qu'on ait des modèles qu'on ait envie d'imiter. Vous voyez que là, on rejoint la crise tout à l'heure qu'évoquait Louis, et je ne vais pas continuer plus longtemps, mais il faut sortir de ces impasses-là. Et c'est ça, sortir de ces impasses-là, ça suppose d'accepter que la réalité nous porte à admettre des contraintes, mais supporter aussi de pouvoir dire je, de sortir du conforme, et d'entendre que dans le mot identité, il y a la notion d'identique, faire en partie comme d'autres, être un parmi d'autres, ça a été beaucoup dit, mais aussi accepter de ne pas être conforme, de ne pas dire oui à tout, de ne pas tout suivre, et de pouvoir être, par exemple, à certains moments, en révolte, et poser un acte singulier qui va être celui qui va peut-être fonder des choix de vie essentiels pour moi. Moi, étant un dans l'océan, comme tu disais, une goutte dans l'océan, c'est-à-dire un parmi d'autres, et aussi heureux de partager un projet avec d'autres. Je voudrais vous parler de ce film, et en particulier de ce que je pense être le moment clé du film qui nous est donné dans l'introduction quand les réalisateurs du film vont voir cet Anglais qui a vraiment une bonne tête d'anglais avec tout ce qu'il y a de plus british, et qui nous donne son ressenti par rapport à notre société. Une société qui est pétrie de catastrophisme, et il n'y a rien qu'à regarder notre culture pour s'en rendre compte. Et cet homme cite, je trouve avec beaucoup de justesse, tous les films de zombies, de films apocalyptiques, post-apocalyptiques qui sortent. Moi, je regarde ce qui sort un peu, et il y en a un tous les 6 mois qui sort sur les zombies pratiquement. Vous donnez un petit peu l'état d'esprit dans lequel nous nous situons dans cette situation de crise écologique, c'est-à-dire une étape de catastrophisme, un état apocalyptique qui dure depuis quelques années, et je pense qu'un des points d'orgue de cette civilisation, enfin de cette atmosphère, ça a été le film de 2012, qui nous parle de fin du monde, fin d'un monde que nous connaissons. Et donc on a l'impression que pour s'engager en écologie, il faut avoir peur. Il faut être terrorisé, il faut être face à une urgence, essayer de réagir au-delà de la sidération des grands chiffres qui nous sont donnés par tous ceux qui veulent nous alerter sur les problèmes écologiques.
et qui ont raison de le faire. Et on peut se poser la question, est-ce que le moteur de la peur est suffisant pour adopter un véritable comportement écologique, un véritable engagement en faveur de la protection de la planète? Un autre volet est celui de la question des normes en écologie. Vous qui êtes dans des écoles d'ingénieurs, vous allez travailler dans des entreprises, soit dans l'industrie, soit dans le domaine de l'agroalimentaire, et vous allez être confronté à des normes qui vont devoir respecter l'environnement d'un point de vue de la qualité, d'un point de vue de la sécurité. Ou si vous allez travailler dans l'agriculture, vous allez aussi être sujet de contraintes assez importantes par rapport à des produits à utiliser, par rapport à la façon d'utiliser les terres, etc. Et donc, l'écologie peut apparaître sous cet angle-là comme une somme de contraintes qui ne sert qu'à limiter notre liberté et à nous faire perdre de l'argent. Du coup, là, l'écologie devient quelque chose de pénible et contraignant. Donc le problème qui se pose face à cette situation dans laquelle on est, d'un côté catastrophisme, il faut agir en urgence, d'un côté, non, on en a marre des normes qui tombent d'en haut, on ne les choisit pas. Moi je voudrais attirer la question sur ce que propose ce film, qui est finalement un regard d'espérance, à partir de ce qui se fait à la base, à partir de ce qui se fait à partir d'initiatives locales. Et les auteurs du film ont voulu raconter une histoire, nous narrer quelque chose qui nous permet d'être une alternative aux films de zombies qui nous font peur, et pour qu'on parte plus sur le principe d'une heuristique du bien vivre ensemble, du bien vivre avec la nature, comme source de motivation, et pour nous engager à changer le monde. Ça pose la question du sens. Pourquoi nous engageons-nous en écologie? Pourquoi être en relation harmonieuse avec les autres et avec notre environnement naturel, c'est un bien à la fois pour nous en tant que personnes et à la fois en tant que société. Ça, c'est un peu la grande question qu'il faut se poser chacun d'entre nous. Et ça rejoint ce que Louis introduisait dans son introduction, c'est la question des représentations. Représentation du monde, représentation de la nature. C'est sûr que si je considère que la nature n'est qu'un stock de ressources dans lequel je peux taper parce qu'elle n'a d'autre raison d'être que d'être à mon service, eh bien je vais avoir une attitude d'exploitant que rejette mon voisin de droite, et j'ai apprécié qu'il nous dise « je ne suis pas un exploitant », parce que exploiter, ça veut dire tirer de l'argent de quelque chose, c'est-à-dire du grec. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dans le même rapport à la nature, on a un sens différent qui va conduire des comportements, excusez-moi de relire votre expérience avec ces notions-là. Et donc la question du sens va changer, par exemple, si on considère qu'en écologie, toutes choses sont interconnectées et sont reliées. Et on revient dans le film. Le but du film, c'est de réintroduire la relation les uns avec les autres, c'est de réintroduire du lien avec la nature, c'est de prendre conscience des réseaux d'interaction, d'interdépendance qui sont dans la nature et dont nous avons besoin pour être ce que nous sommes. Eh bien, cette représentation du monde nous invite à nous dire mais nous sommes investis dans des réseaux de solidarité, à la fois naturelle, à la fois sociétale, et que chacun a sa place, chacun a son importance dans ces réseaux de société, de ces réseaux écologiques que nous formons tous. Là, nous formons une sorte d'interaction, d'interdépendance dans ce que nous sommes en train de vivre et d'échanger ce soir. Donc, si on change ce regard sur le monde et si on considère que l'écologie, c'est la science finalement des êtres qui sont interconnectés dans une solidarité ontologique, c'est-à-dire essentielle, c'est-à-dire qui concerne notre être même, eh bien, peut-être nous agirons différemment par rapport à notre environnement naturel qui ne sera pas qu'un stock de ressources que nous pourrons consommer. Donc c'est, peut-être on peut dire que c'est connecté à la question de la spiritualité, comme l'a dit Louis tout à l'heure, parce que par exemple, dans son encyclique Laudato Si, le pape François nous invite à changer de regard sur le monde et à montrer à la fois dans ce que peut nous proposer la tradition chrétienne sur l'évangile de la création, mais aussi à nous dire que ce qu'on prend comme étant relié, comme étant ontologiquement relié avec ce monde naturel dans lequel nous vivons, c'est aussi une question de spiritualité, se ressentir et se comprendre comme interconnectés les uns avec les autres.
Donc je pense que ce film pose des jalons, pose des petites histoires, hein, il raconte des petites histoires de gens qui veulent changer de façon de penser, de regarder le monde autrement. C'est plus qu'une grande histoire, c'est peut-être des ébauches d'histoire qu'on peut se proposer les uns les autres en attente de la rédaction du grand récit qui va nous permettre de nous mobiliser tous ensemble dans la construction de cette civilisation, de la sauvegarde de la maison commune, dans la perspective de l'écologie intégrale, par exemple. Merci beaucoup. Nous allons passer à une étape active de la soirée. Ça consiste à travailler en petite équipe. Vous allez vous retourner les uns vers les autres. Les rangées père et impair se retournent les unes avec les autres. Vous prenez un papier. Je ne sais pas comment on en... Non, on a ça. Comme ça. Donc, si vous avez des papiers, on prend. Ça n'a pas prévu. Et vous notez, vous faites ensemble une petite brainstorm, une petite tempête d'idées. Vous notez les mots-clés, les éléments les plus importants que vous avez vous-même retenus des films. Et ces mots-clés, donc, on va les projeter et ils vont nous servir de canevas pour interagir dans la phase suivante avec les intervenants. Sur la base des propos de nos intervenants qui commentent déjà vos mots-clés, nous allons pouvoir leur poser des questions. Donc là, on laisse la parole libre entre eux et vous. Et moi, je suis simplement l'arbitre. Vous pouvez évidemment lever la main à tout instant. On vous donnera le micro et vous pourrez poser votre question. Et ensuite, les intervenants y répondront suivant ce qu'ils ont à dire sur le sujet. Alors, pensez-vous qu'à l'avenir, nous devrons produire et donc consommer notre propre énergie individuellement, plutôt qu'utiliser des productions massives? Alors ça, c'est une super question. La question, c'est de savoir si le bilan énergétique peut être nul. Consommer de l'énergie, c'est forcément détruire. Et donc, même dans un écosystème équilibré, il y a obligatoirement une perte quelque part. Est-ce que le mouvement perpétuel est possible en fait? Moi, en tant que philosophe, c'est la question que je me pose. Allez-y, monsieur. C'est bien ça le sens de la question. J'entendais un autre sens, moi, sur l'autoconsommation. Aussi. Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. D'abord, le but, c'est effectivement d'arriver à une autosuffisance énergétique et de ne plus avoir besoin, d'ici 2050, le rendez-vous qui est fixé par le GIEC, de ne plus avoir besoin de taper dans le stock d'énergie fossile. C'est le but, clairement. Puisque actuellement, on a longtemps cru qu'on allait manquer de pétrole. Aujourd'hui, à travers les gisements de pétrole non conventionnels, malheureusement, le pic de pétrole s'applique bien au pétrole conventionnel, au pétrole de l'Arabie Saoudite, de la mer du Nord, du Venezuela, le pétrole qui était facile à extraire, qui était propre et qui était facile à raffiner. Aujourd'hui, si on ajoute à ça les pétroles sales, chers et risqués à extraire, on s'aperçoit que le stock de pétrole est multiplié par 2, 3, on ne sait pas bien, mais autrement dit, le pic de pétrole, la dernière butte de pétrole, ce serait en 2200, 2300, et à ce moment-là, on ne parle plus des 2 degrés de limite de la hausse de température, on est dans des choses incompréhensibles. Donc, il faut qu'on arrive à arrêter de taper dans le stock d'énergie fossile, et pour ça, il faut viser l'autosuffisance. Et beaucoup de scénarios disent que c'est possible. Il y a une chose qui doit quand même nous encourager, c'est que la consommation totale d'énergie sous toutes ses formes de l'humanité est égale à 1 millième de l'énergie solaire reçue par la Terre chaque année. Alors si un type qui a 10 000 euros vous dit qu'il ne peut pas vous en donner un, il y a quand même un malaise. Mais ça veut dire qu'on peut parfaitement arriver à extraire à travers l'énergie solaire directe ou ses retombées que sont l'éolien, etc., etc. On peut parfaitement y arriver, mais c'est un très gros effort.
Alors, j'en profite pour enchaîner sur 2 mots. Oui. Bon, alors, le mot sur lequel j'enchaîne, c'est la transition. Je voudrais insister sur le fait que le rendez-vous est en 2050. Ça nous laisse 34 ans. Alors, c'est 34 ans, c'est pas 34 ans à attendre. C'est 34 ans pour arriver à ce qu'en 2050, le facteur 4, le célèbre facteur 4 qui sonne toujours de fois, soit vraiment passé. C'est-à-dire qu'on ait décarboné nos sources d'énergie. Or, actuellement, dans le monde, c'est 80% de l'énergie mondiale vient du pétrole, du gaz et du charbon. 80%. Donc, pour passer de 80 à 20 ou 10 et dans les années qui suivent à presque 0, c'est effectivement un très très gros effort. Mais c'est faisable. L'humanité a déjà relevé des défis aussi forts que ça. Simplement, il faut être convaincu que c'est réellement nécessaire. Et là, je pense qu'effectivement, comme ça a été dit à beaucoup de reprises, il y a un très très gros effort de pédagogie à faire. D'accord. Donc le pétrole zéro, c'est possible, pourvu que l'on s'y mette tout de suite. Donc ça me fait penser, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, mais ces 34 années qui s'offrent à nous, c'est un objectif que nous nous sommes fixés d'une manière un petit peu arbitraire, mais c'est quand même un objectif réaliste pour que les choses se fassent. Ce n'est pas une limite arbitraire, c'est le résultat des travaux du GIEC, ce groupe de travail fondé par l'ONU, à travers l'ONU, qui nous dit que le rendez-vous climatique, la maîtrise du dérèglement climatique, c'est d'avoir décarboné dans un facteur 4 en 2050 au plus tard. C'est une donnée scientifique dans la limite de l'approximation de toute science. Mais c'est scientifique, c'est pas théorique, je trouve. D'accord, donc il faut se mettre vite en mouvement, mais qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui fait qu'on hésite encore ou que, enfin même on prétend que les énergies non carbonées, les énergies renouvelables seraient à la production finalement tout aussi polluantes que les énergies fossiles, puisque fabriquer par exemple un capteur solaire, ça pollue autant que d'enrouler un baril de pétrole. Donc je ne sais pas, je n'ai pas les équivalents en chiffres, on n'est pas là pour faire des chiffres non plus, mais il y a des gens qui prétendent que le renouvelable ne sera pas vraiment moins polluant, que l'indice carbone du renouvelable ne sera pas vraiment moins polluant. Qu'est-ce qui nous fait croire des choses pareilles? Qu'est-ce qui nous fait perdre l'espoir qu'on peut faire autre chose que le pétrole? C'est une question que j'adresse à M. Raymond, peut-être aussi à Mme Breuer-Chanteur. Peut-être que c'est une question que vous vous posez aussi, finalement, je pense que je l'ai vu sortir de temps en temps. Si ce n'est pas la peur, ni la raison, qu'est-ce qui nous empêche, ou qu'est-ce qui nous mènerait à engager le changement? Quand tu élimines la peur, je me permets de tutoyer même le micro, quand tu élimines la peur, tu élimines quand même un facteur important. Je crois qu'il y a quand même un empêchement à penser le changement, c'est cet attachement féroce au connu qui nous tient et qui fait qu'il y a un processus qui est très difficile, c'est de se représenter comment nous pouvons être si nous changeons nous-mêmes de posture. C'est-à-dire qu'il faut se séparer de soi-même pour imaginer qu'on puisse changer de comportement. Et se séparer de soi-même, faire évoluer la représentation qu'on a de nous-mêmes, se penser dans le mouvement, se penser autrement, eh bien ça nous interroge. Tout à l'heure, nous parlions de la démocratie. Je disais les mots qui étaient là au niveau de l'éducation. Mais ce sont des mots très positifs. Or, si on veut penser une entrave, un frein, on est obligé de penser au contraire. Ce qui n'est pas, par exemple, du côté de la tolérance, qui pourrait s'appeler le rejet, la disqualification de l'autre, ce qui n'est pas du côté du partage, qui serait l'égocentrisme, la confiance, la méfiance. C'est-à-dire qu'au fond, ce sont les horizons, ces éléments-là. Ce ne sont pas des choses acquises, pas plus que la démocratie est en état abouti, acquis. C'est-à-dire qu'il faut se représenter le mouvement, tu viens de le dire. Et se représenter les choses dans le mouvement, c'est au fond être dans une sorte d'état psychologique qui accepte une malléabilité psychique, une forme il y a un mot très à la mode, de lâcher prise, et qu'on ne s'arc-boute pas sur nos acquis,
sur nos habitudes et qu'on reste créatif, tout le temps dans cette dimension de créativité et de mouvement. Ma question à moi, c'est en fait, moi je me demande si on peut introduire une éducation de nos jours adaptée en fait, à tous et en même temps à notre contexte, à notre changement écologique en même temps. Alors, si j'ai bien compris, comment faire en sorte que l'éducation soit la même pour tous et adéquate avec les changements envisagés? C'est ça? Non, c'est pas une éducation, pas la même pour tout le monde, mais que oui, vraiment adapter, je veux dire par là que c'est pas comme ce qu'on fait un peu dans l'éducation en ce moment, c'est plutôt, enfin, je veux dire, on est tous à 30 par classe en général au lycée, et les profs ne font pas vraiment du cas par cas à voir si les élèves ont vraiment des difficultés. Et que, en fait, peut-être qu'on réduise les effectifs de classe, que les professeurs fassent justement plus attention aux élèves et voir vraiment avec eux qu'est-ce qui leur plaît, vraiment les orienter. Et en faisant toujours attention à ce changement écologique, à cette sensibilisation en fait. Merci. Alors là, j'ai compris. Comment faire en sorte que l'éducation soit écologique, au sens systémique dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire responsable et consciente de tous les aspects que l'éducation comporte, et non seulement l'acquisition des savoirs, mais aussi des savoir-être, des comportements, hein, des compétences, tout ce qu'il faut pour qu'on s'inscrive dans un système cohérent. Elisabeth, vous avez le micro. Là, moi, je remarquais qu'on parlait du groupe, et puis on s'applaudit quand c'est de l'ITEC, et on s'applaudit quand c'est de l'ECAL. Et je me disais, en même temps en écoutant votre manière de poser la question, qui ratissait un peu large, on pourrait dire, hein, sur l'éducation, parler du groupe, d'une classe, des professeurs. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a un mot essentiel, et c'est la rencontre. C'est-à-dire que je crois que la capacité, après il y a des contenus, l'écologie est un contenu particulier du côté du changement que nous avons à mettre en œuvre. Mais la capacité à changer, elle est essentielle. Après, les contenus peuvent varier. Mais la capacité, elle réside dans la capacité de rencontrer l'autre. Et la question tournante, quand on vit, quand on éduque, en valorisant, en accordant beaucoup de valeur à tout ce qui est de l'ordre de nous-mêmes, on sait qu'on ne va pas construire des mentalités particulièrement aptes au changement. On est quand même dans une société qui, à certains égards, fonctionne énormément sur l'image. Hein. Et je pense au système que l'on dit aujourd'hui extrêmement incitatif, qui nous viennent un peu des modèles comportementalistes américains, qui ne marchent pas très bien en France. Et je vous donne la définition qui est répandue. L'économie comportementale consiste à influencer, écoutez-moi, influencer les personnes pour qu'elles parviennent à changer d'elles-mêmes leurs attitudes. Vous entendez le paradoxe? Alors, tout ce qu'on a dit sur la capacité à être créatif, à innover, à dire à sortir du groupe, voire en assumant de dire non à quelque chose. Ça n'est pas du tout ça. On a tendance à faire, du côté de la consommation, là je rejoins la question de l'argent, à privilégier plutôt d'être conforme, de répondre aux attentes qu'on nous inocule. Donc, dans l'éducatif, moi je crois que ce qui est essentiel, c'est d'éduquer les enfants en travaillant à ce qu'ils aient le moins possible peur de l'autre et de la rencontre avec l'autre. Après, on échange. Merci beaucoup, Isabelle. La valeur de l'exemple, c'est important. Donc là, il est tard. Alors, je vous laisse la parole. Si vous voulez, on va faire un tour d'horizon de la table. Vous êtes 6. En une phrase, une seule, s'il vous plaît, quel est le message le plus important que nous devrions retenir? Et pendant ce temps, nous écrivons sur nos post-it les actions que nous allons faire aujourd'hui pour demain. Le mot, ça serait celui d'engagement, parce que toute la discussion... Ok, merci. Moi, la phrase n'est pas de moi, mais croyez dans la sobriété heureuse. Merci
sobriété heureuse. Face aux urgences de la crise, il est urgent d'agir, de poser des actes de haute technicité si l'on est besoin. Mais face aussi à la crise, il est aussi urgent de se poser la question du sens pour que toutes nos actions aient une pérennité et qu'on puisse avoir un avenir sur cette planète. Merci. Donc c'est technologie et sens. Pérennité, avenir, moi je pense aussi que si on a si peur, c'est parce que l'écologie nous convoque à imaginer le monde de demain, c'est-à-dire celui où on ne sera plus. Là, d'accord. Peur et avenir, c'est ça? Oui. Avoir à penser à ce qui vont nous succéder, c'est quand même difficile. C'est quand même penser notre mentalité. De comprendre, avoir un peu de compassion. Et donc ça c'est super important, et c'est vrai que c'est pas clé de se savoir mental, mais c'est néanmoins nécessaire, surtout dans le contexte actuel. Merci Elisabeth. Jackie, à vous. C'est vous qui avez écrit la solution ici, là, avec 3 mots, c'est effacé maintenant. C'est responsabilité, pouvoir et éthique. Vous avez le pouvoir parce que vous avez la responsabilité, et vice-versa, aussi bien dans vos actes quotidiens que dans le moment où vous allez rentrer dans la vie professionnelle. Et l'éthique, c'est personnel. Donc, maintenant, dans tout ce que vous allez choisir de faire, tout sera dans votre savoir-être. Merci beaucoup. Le savoir-être et l'espoir, la responsabilité. Merci. Vous avez la responsabilité et la chance d'entrer dans une problématique qui va durer tout au long de votre vie professionnelle et d'être dans un champ d'entreprises qui sont prêtes et qui vont avoir besoin de vous embaucher. Donc c'est une chance que nous n'avons pas eue, que moi je n'ai pas eue en tant qu'ingénieur, par exemple, je n'avais pas d'énergie renouvelable en 1974. Vous avez cette chance et en même temps cette responsabilité. Bon vent. Merci beaucoup.